Je suis traité en palestinien depuis 1978. Voilà. Donc les procès c'est une chose, les agressions physiques c'en est une autre, et il y a tout le reste. Aujourd'hui, on me reproche d'avoir participé à la conférence de Téhéran qui portait sur l'Holocauste, et je signale qu'étaient invités aussi bien des révisionnistes que des gens opposés aux révisionnistes. Très bien, donc c'était un débat... Oui, ça s'appelait d'ailleurs l'intitulé signifiait que c'était, alors en anglais, il recherchait une vision globale. Ça veut dire qu'il voulait entendre aussi bien les uns que les autres. Et aujourd'hui, vous êtes... Alors, on me reproche d'avoir participé à cette conférence, et celui qui a pris l'initiative de toute cette action, c'est Jacques Chirac, qui à l'époque était président de la République, et qui, dès que la conférence a commencé, a pris la parole publiquement pour dire que c'était intolérable et qu'il demandait une enquête sur mon compte. Et ça se passait le 11 décembre 2006. Et on en est encore là. Alors pour ce qui est du commencement de cette audience, j'ai reçu une nouvelle qui est assez surprenante. Alors comme c'est un peu technique, je suis obligé de vous expliquer ce que c'est qu'une QPC. Alors Q ne veut pas dire quenelle, hein? Non. Q signifie que on se pose une question sur, ça s'appelle une question préalable de constitutionnalité. Prioritaire. Bravo monsieur, très bien. Voilà un révisionniste. Un correcteur. C'est bien. Ça veut dire, vous le prévenu, vous êtes poursuivi au nom d'une certaine loi, la loi Fabius-Guessot. On a tort de l'appeler Guessot, c'est une loi Fabius. Je passe. Vous êtes en droit de mettre en cause la loi sur le fondement de laquelle vous êtes poursuivi. Vous avez le droit de dire que pour vous, cette loi est contraire à la Constitution. Eh bien, c'est mon cas. Je considère que cette loi est contraire à la Constitution et je vais brièvement vous dire pourquoi. Cette loi dit qu'il est interdit de contester les crimes contre l'humanité tels que définis notamment par le tribunal de Nuremberg. Tribunal militaire international, 3 mensonges en 3 mots, pas le temps de développer, et c'est ce tribunal qui, dans son statut, avait par exemple les articles 19 et 21 que je vais vous réciter. Et je vais vous poser la question, accepteriez-vous, même pour le vol d'une miche de pain, de passer devant un tribunal qui aurait pour principe, article 19, le tribunal ne sera pas lié par les règles techniques relatives à l'administration des preuves. C'est le début, je ne donne pas la suite. C'est magnifique. Donc ils vont s'affranchir de ça. Article 21, le tribunal n'exigera pas que soit rapportée la preuve des faits de notoriété publique, mais il les tiendra pour acquis. De plus, toutes les commissions de crimes de guerre accusant les Allemands, par exemple, d'avoir perpétré le massacre de Katyn, ou n'importe, il y en avait des milliers, aura valeur de preuve authentique.
est-ce que vous acceptez de passer devant un tribunal de ce genre? Je ne pense pas. Et je dis que je suis sûr que la Constitution française ne l'autorise pas. Alors il vient de se passer quelque chose de surprenant qu'on vient de m'apprendre, que mon avocat vient de m'apprendre. Le journal Rivarol est dirigé par M. Jérôme Bourbon. L'avocat de Rivarol, ou de Jérôme Bourbon, vient d'obtenir dans une autre affaire que cette QPC soit vraiment, enfin le document contestant, soit transmis à la Cour de cassation qui, à son tour, doit décider si ça peut être remis au Conseil constitutionnel. C'est donc un succès. Alors il est possible, j'ai bien dit possible, que dans mon cas, la présidente dise, eh bien, puisqu'il y a une contestation qui enfin est acceptée, parce que jusqu'à présent, on osait répondre que le dossier était frivole. Je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, frivole. Je veux savoir pourquoi on ne le dit pas. French justice. Oh, on ne dit pas les choses. Hein? Voilà. Les Français sont très contents dès qu'il y a des mots. Hein? Donc, il est possible que la présidente dise, puisque la constitutionnalité de cette loi semble être l'objet d'une contestation fondée, eh bien, nous sommes obligés de repousser le présent procès. Oui. Concernant la loi Fabius-Guessot, est-ce qu'il y a un recours avait déjà été déposé à la Cour européenne des droits de l'homme concernant cette loi? Oui, et je crois savoir qu'ils avaient admis la loi Fabius-Guessot. Oui, c'est une question, vous savez. Est-ce que si eux ne l'ont pas retoqué, remise en cause, est-ce que le Conseil constitutionnel ne risque pas de suivre la même voie, justement? Mais c'est possible. Mais c'est tout à fait possible. C'est une affaire de rapport de force. Il faut être très jeune pour s'imaginer que la justice est juste. Franchement, moi, je crois qu'on a le droit de croire au Père Noël. Mais voilà, pas plus. And especially, I must say, French justice. Comment vous expliquez une loi d'exception comme ça sur ce sujet? Ah, Pourquoi eh bien, ce sujet-là? j'ai une hypothèse. C'est que le 26 avril 1983, j'ai remporté ici même une victoire tout à fait inattendue qui a affolé mes aboyeurs et qui a fait penser il ne faut pas que les juges récidivent et qu'ils recommencent à dire « Ah, monsieur Forisson, sur les chambres à gaz, chapeau !» Le 26 avril 1983, ils ont eu à trancher de cette affaire. Ils ont dit qu'il existait un problème de l'existence des chambres à gaz. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas une lubie. Et que, sur ce sujet, on ne trouvait chez moi aucune trace. Écoutez bien ça, et posez-vous la question pour votre propre vie. Imaginez qu'un jour, des gens extrêmement riches et puissants scrutent votre vie et la jugent. Et leur conclusion serait, écoutez bien ceci, dans ces travaux, nous ne trouvons trace ni de légèreté, ni de négligence, ni d'ignorance délibérée, et là, ne vous écroulez pas, ni de mensonge. Et qu'en conséquence, tout le monde avait le droit de dire ce que disait Forisson sur les chambres à gaz. Dans leur jargon de magistrat, ça donnait la phrase suivante. La valeur des conclusions de M. Forisson, sous-entendu sur le problème des chambres à gaz, relève donc
Donc, DONC, c'est une conclusion de la seule appréciation des experts, des historiens et du public. Ils ont été effondrés en apprenant cela. Pourtant, le tribunal, courageux mais non point téméraire, avait ajouté que j'étais quand même un être sulfureux, malveillant. Et par conséquent, il m'a quand même condamné. Mais il m'a condamné du bout des lèvres et surtout, il a dit, eh bien vraiment, oui, on peut légitimement affirmer qu'il s'agit d'un bobard de guerre. Alors M. Wellers en a été bouleversé et il a dit, c'est étrange que le tribunal ait marché, il a employé ce mot. Monsieur Pierre Vidal-Naquet a dit exactement la même chose et c'est le rabbin Sirat, S-I-R-A-T, et puis un certain nombre d'éminences juives, dont Vidal-Naquet, qui ont dit qu'il faut absolument empêcher que les magistrats refassent le coup. Donc cette loi, évidemment, me visait, on l'appelle quelquefois la loi Forisson, en mauvais latin, on l'appelle la lex Forissonia, en bon latin, elle devrait s'appeler lex Forissoniana, mais ce n'est pas beau, alors je préfère qu'on dise Fabius Gesso, et voilà. Comment vous expliquez-vous que dans les pays où il n'y a pas de loi mémorielle, la vérité telle que vous la concevez sur ces événements n'apparaisse pas clairement aux yeux du public? Ah, alors prenons par exemple les États-Unis, où il n'existe pas de loi spéciale. Mais faites-moi confiance, il y a toujours un moyen de contourner ou une loi ou une absence de loi. C'est le cas pour les États-Unis. Ils se sont permis de livrer Ernst Zundel, un remarquable révisionniste, au Canada, qui pendant 2 ans l'a conservé en prison dans des conditions abominables avant de le livrer à l'Allemagne, qui l'a condamné à 5 ans de prison. Alors, vous savez, ne soyons pas dupes. Et puis de toute façon, mon intention, lorsque j'aurai le droit de parler du sujet, sera de donner toute une liste de sommités dans le monde de l'histoire ou de la science qui finalement ont peu ou prou reconnu que les révisionnistes avaient raison. C'est impressionnant. Vous avez prononcé un mot tout à l'heure, vous avez prononcé le mot de vérité. Alors, je vous préviens que personnellement, c'est un mot que j'utilise rarement parce que je trouve que ce mot est prétentieux et vague. J'ai horreur du vague. Je suis comme la nature. J'ai horreur du vague. J'ai horreur du vide. Eh bien, moi, je parle d'exactitude. C'est-à-dire, je parle d'une série de petites vérités vérifiables. J'ai un revolver sur la tempe. Si ce que j'écris est inexact, le coup part. Donc je lis à peu près 30 fois un texte avant de le publier. Ça demande du travail, c'est donc fatigant. Et si c'est fatigant, il n'y a pas beaucoup de gens que ça intéresse. Bon. L'audience a commencé par une surprise, l'existence de ce jugement de renvoi devant la Cour de cassation, de saisine de la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité. Donc on doit attendre pour l'instant d'avoir la décision de la Cour de cassation. La seule question posée est celle de savoir si la question de prioritaire de constitutionnalité posée aujourd'hui fera aussi l'objet d'un renvoi ou si on aura un simple sursis à statuer.